Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux? Et je vais peut-être introduire votre exposé sur ce sujet par l'interview, la très bonne interview que l'excellente revue Le Diable, probablement dirigée par Anaël Leibovitz-Kenéen, a fait de vous. Alors l'intervieweuse, qui s'appelle Deborah Guterman, vous dit dans votre dernier livre sur Sade, vous faites valoir que Lacan, dans son rapport à Sade, a tendance à tordre le sérieux. Comment qualifieriez-vous le sérieux de Lacan? Je vous repose à mon tour la question. Vous voyez, je suis fainéant. J'ai repris la question de Deborah Guterman. Peut-être avant de répondre, je voudrais revenir au point de départ de mon propos et dire d'abord le plaisir que j'ai à dire du bien de Lacan en cette période où il y a une sorte de désastre réellement et d'offensive qui tente à saccager tout l'édifice moderne mis en place dans la seconde moitié du XXe siècle et dont Lacan est l'une des arches. Saccage qui relève d'une grande haine, une grande violence et d'une grande bêtise aussi, dont, me semble-t-il, la superstructure serait une forme de positivisme, de vague positiviste considérable, qui touche à tous les domaines, en sociologie, en philosophie, dans la théorie littéraire et bien sûr dans le champ analytique. Si la superstructure serait ce positivisme très, très épais et très fort, l'infrastructure, me semble-t-il, c'est la décomposition sociale du monde intellectuel, une sorte d'effondrement du monde intellectuel comme champ social, et dont le point, je dirais, d'explosion serait peut-être le signifiant philosophe, puisqu'aujourd'hui tout le monde est philosophe. Vous voulez dire le surgissement d'une sorte de prolétariat intellectuel, c'est exactement, ça, oui, et dont le signifiant philosophe est précisément l'espèce d'affiche. Et il y a sans doute une corrélation entre le nivellement positiviste de toute la pensée, de tout sujet, et le nivellement que ce mot philosophe, qui signifie le vide, ce nivellement que le mot philosophe imprime sur le champ intellectuel et les corps qui le constituent, ce champ. Donc, grand plaisir dans cette époque de ce grand saccage à revenir à Lacan et par le biais de la littérature, bien sûr, puisque c'est peut-être un domaine qui n'est pas encore complètement touché, complètement saccagé dans la lecture qui est faite de Lacan aujourd'hui. Le second point que je voudrais indiquer, pour commencer, c'est précisément la singularité de Lacan par rapport aussi à ses contemporains. Parce que là, en opposant notre époque désastreuse et le XXe siècle, j'ai l'air de faire du XXe siècle une sorte de bloc. Pas du tout. Je pense que ce XXe siècle est aussi marqué par des différences, des divergences, des formes de singularité et d'opacité. Donc, quand je parle du XXe siècle, ce n'est pas comme un bloc soudé, mais au contraire, dans des différences, dans des singularités, des itinéraires très particuliers. Et en ce sens, Lacan est bien un sujet très différent dans son rapport à la littérature que ses contemporains et amis et compagnons, que ce soit Foucault, Deleuze, Barthes et tant d'autres, parce que précisément il vient du champ du discours analytique qui est totalement spécifique, en ce sens que dans ce champ, on est dans un rapport à la praxis, et que le langage, que le discours est de part en part praxis. Et pour cela, cela évidemment place Lacan dans une position particulière par rapport à la littérature, qui est, je dirais, à la fois, bien sûr, du commentaire, c'est sûr, de l'herméneutique, mais aussi d'un engagement par rapport au texte littéraire qui est beaucoup plus vif, me semble-t-il, plus crucial, et porteur d'enjeux qui ne sont pas ceux que d'autres intellectuels contemporains peuvent porter. Alors, les enjeux, justement, à l'instant, Clotilde Guil faisait une hypothèse que je cite à mon tour, c'était l'idée d'une relecture, notamment de la philosophie, mais évidemment de la littérature aussi, en référence à l'effet du savoir sur le sujet humain. Vous diriez ça comme ça, vous aussi ? Je ne suis pas capable de répondre comme cela à cette question. Je préfère creuser cette idée donc, de cette singularité en disant qu'il y a donc celle-là, effectivement, que la praxis ouvre à des enjeux qui ne sont pas ceux, disons, de l'université. Parce que malgré tout, les contemporains de Lacan sont des universitaires, ce que n'est pas Lacan.
Et ça, c'est une singularité, à mon avis, qu'il faut absolument repérer et qu'il faut maintenir. Le second point, c'est que si Lacan a été anti-philosophe, on pourrait dire qu'il a été aussi une forme d'anti-écrivain. Ou plutôt, qu'il a occupé cette place à laquelle Barthes a beaucoup réfléchi, depuis le degré zéro de l'écriture jusqu'à la préparation du roman, son dernier séminaire au Collège de France, c'est-à-dire la place de l'écrivain sans œuvre. En effet, qui mieux que Lacan peut incarner cette figure moderne, essentiellement moderne, qui fascine Barthes et qu'il tente de l'écrire et d'analyser, que celui d'un écrivain sans œuvre, au sens précisément où non seulement Lacan lui-même n'a pas été quelqu'un qui avait un appétit énorme pour la publication, mais que précisément, non seulement ça, mais qu'à l'inverse, il place toute œuvre en position de déchet. Et je crois important qu'il ait, dans les Turataires précisément, nommé Beckett comme celui qui sauve l'honneur de la littérature pour l'avoir, dit-il, rivé à la poubelle. Donc cet autre point est aussi important, c'est-à-dire que Lacan a un rapport très fort à la littérature, il aime la littérature, il est aussi quelqu'un de quelconque, comme nous tous, mais sa pratique, et sa pratique d'analyste, et sa pratique d'écrivain, si j'ose dire, le situe tout de même au moins à ces deux niveaux, par rapport à la praxis, par rapport à la non-publication ou à une forme très compliquée de rapport à la publication, le place à un endroit qui n'est pas précisément celui qu'ont occupé ses contemporains, même si il y a entre eux beaucoup d'échos, beaucoup de résonances et une forme de dialogue très important. Moi, ce qui m'intéresse au fond dans le rapport que Lacan a avec la littérature, c'est qu'il peut nous permettre de sortir momentanément du lacanisme au sens où la littérature offre un point de résistance et d'obstacle, non pas du tout à la doctrine, mais au moins à une part de la clinique. Et il me semble que si Lacan s'intéresse tellement à la littérature, c'est moins pour ce que la littérature l'autorise à dire, qu'à ce qu'elle l'empêche de dire, ou qu'à ce qu'elle l'empêche de conclure. Il y a donc, en effet, un point de résistance de la littérature au sens où l'écrivain est une subjectivité admirable. C'est-à-dire, donc, en partie inanalysable. Ce qui veut dire qu'au fond, peut-être que Lacan a par rapport à l'écrivain un désir de non-analyser, un désir de ne pas analyser, un désir de maintenir précisément, ou de réfréner, ou de suspendre son désir d'analyste. Et c'est du moins, cette place du sujet admirable, donc inanalysable, c'est en tout cas ce qui apparaît dans de très nombreux textes de Lacan par rapport à la littérature. Alors, il me semble que ça n'est pas, en effet, le texte littéraire qui résiste tout seul à Lacan. C'est Lacan qui, au fond, pose la littérature comme lui résistance. Cette résistance de la littérature n'est pas un fait, je dirais, émanant de la littérature elle-même. Ça correspond, au fond, peut-être au désir de littérature de Lacan qui projette sur elle cette résistance. Parce qu'en réalité, Lacan analyse tout de même les écrivains, tout en posant quelque part cette idée donc d'une dimension inanalysable du texte littéraire. Néanmoins, Lacan, de manière très fréquente, quasiment systématique, propose des analyses cliniques des sujets littéraires. Deux exemples, dont je me suis occupé, celui de Gide. Sur la pédophilie de Gide, Lacan propose une analyse très claire, très belle, très juste, très simple, très éclairante, autour d'une scène primitive très forte qui est dans l'œuvre de Gide, où celui-ci, vous le savez, amoureux de sa jeune cousine, vient la voir dans sa maison de Rouen et au premier étage découvre la mère de cette cousine, donc sa propre tante, qui lui fait une sorte d'avance sexuelle, d'agression sexuelle, entre guillemets. Et au étage au-dessus, comme dans une sorte de diptyque tout à fait extraordinaire, il y a cette cousine qui est en prière et en pleurs et qui, à ce moment-là, est enrobée pour l'éternité d'une forme de virginité qui va être en effet la sienne, puisque se mariant avec elle, ils vont vivre un mariage blanc. Bon, Lacan analyse ça très bien en disant, d'un côté, effectivement,
la jeune cousine virginisée est l'élément qui, en quelque sorte, neutralise l'angoisse du trauma lié à la femme mûre de l'étage dessous, mais réciproquement, Gide intériorise en même temps cette figure de cette tante en devenant lui-même pédophile, c'est-à-dire en ayant comme objet sexuel lui-même tel qu'il était par rapport à cette femme, par rapport à cette tante. Donc voilà, ce genre d'analyse, je résume ça très, très grossièrement, bien sûr, hein, mais c'est vraiment l'analyse clinique absolument, je dirais, classique du sujet Gide. De même, par rapport à Sade, Lacan, de la même manière, propose aussi un rapport clinique à Sade en voyant chez lui une figure masochiste, hein, qui se confirme dans la vie de Sade elle-même, qui, par tous ses emprisonnements, tous ses échecs sociaux, eh bien, semble avoir en effet tout fait pour avoir non pas la prospérité du vice, mais les infortunes de la vertu, ou en tout cas les infortunes d'être prisonnier, d'être maltraité, y compris par sa belle-mère. Enfin bon, Lacan dit ça de manière très très bien. Donc Lacan ne renonce pas à proposer une analyse clinique de ces sujets littéraires, de ces écrivains. Et il le fait de la manière plus rigoureuse possible, avec en plus beaucoup de clarté à chaque fois, même si on peut contester certaines analyses de Lacan. Et puis, il y a même des variations parfois dans ces analyses. Mais en tout cas, il le fait. Mais il le fait pour précisément peut-être mettre à la poubelle ces morceaux d'analyse et pour aller justement au-delà, comme s'il y avait au fond une insatisfaction à analyser. Comme si peut-être c'était trop facile, ou comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas entièrement satisfaisant dans le travail analytique, et par conséquent de passer à un autre niveau. C'est pourquoi il y a pour Lacan, me semble-t-il, un autre sujet, qui est le sujet de la littérature. Alors, si le sujet de la clinique, c'est le sujet quelconque, c'est l'homme sans qualité, c'est celui précisément qu'on pose comme homme sans qualité, il y a précisément l'écrivain qui, lui, n'est pas l'homme sans qualité, et qui est que Lacan, dans certains textes, désigne comme sujet aristocratique, par un rapport singulier à l'existence, au désir et à la mort. Je voudrais juste citer un petit passage de Lacan sur Gide, qui précisément pointe cette dimension aristocratique. Bien sûr, c'est dans le texte sur Gide des Écrits. C'est bien pourquoi Gide a son importance, parce que chez lui s'opère une mise en question du désir par la sagesse. Quel que chétif après tout soit sa singularité, il s'y intéresse, et le monde qui l'agite pour elle y est intéressé, parce qu'une chance en dépend, qu'on peut dire celle de l'aristocratie. C'est même la seule et la dernière chance, qu'à celle-ci ne n'être pas rejetée dans les mauvaises herbes. Donc le sujet littéraire, l'homme de la littérature et le texte littéraire semble être en quelque sorte le refuge à un sujet que, effectivement, Lacan définit comme sujet aristocratique. Et donc on pourrait dire que si on prend les 4 discours lacaniens, sans doute ces 4 discours, et c'est bien naturel d'ailleurs, sont-ils hantés par un 5e qui serait précisément ce sujet aristocratique qui est le sujet de l'écriture. Donc ce qui m'intéresse au fond dans le rapport avec Lacan, c'est que tout en ne renonçant absolument pas à la clinique, tout en donc projetant sur des morceaux de discours la profonde rigueur et la pénétration du discours analytique, néanmoins Lacan en quelque sorte fait un pas de côté et va ailleurs. Comme si, au fond, selon sa propre expression, l'écrivain était un trop gros morceau pour le discours de type clinique. C'est ce qu'il dit précisément à propos de Gide. Et ce qu'il peut penser, je pense aussi, de Joyce, enfin, c'est ce qu'il dit à propos de nombreux écrivains. L'idée du trop gros morceau. Alors cette idée d'aristocratie, elle est très présente, me semble-t-il, chez Lacan, avec l'idée de l'âme. C'est ce mot d'âme qui apparaît aussi fréquemment chez Lacan,
en ombre de l'inconscient, une figure, je dirais, en quelque sorte, d'opposition, pas d'opposition, mais disons de contrepoint ou de contre-pied à la notion d'inconscient. Et à propos d'Égide, notamment, il parle d'âme noble, d'âme supérieure. Bref, en tout cas, il élabore une sorte de description de l'âme qui me semble très significative aussi de choisir ce mot d'âme pour en parler. Alors, en ce qui concerne Gide, en quoi y a-t-il aristocratie chez Gide? Eh bien, en tant que cette âme, donc, est au fond le théâtre d'un drame particulier qui se nourrit du renoncement au rapport sexuel. Qui vise cette âme, qui vise à fonder en quelque sorte un discours amoureux ou une forme de l'amour qui est désintriqué de la chair et qui est coupé du rapport sexuel. Âme noble, donc, en tant qu'elle aime en dehors du rapport sexuel. Et évidemment, c'est à propos de Gide que revient une hantise de Lacan qui aussi, me semble-t-il, est très importante, c'est celle de l'amour courtois. Il voit dans Gide précisément une forme, là encore, de réactivation de type aristocratique, de quelque chose qui le trouble beaucoup et revient très souvent dans son œuvre, c'est son intérêt pour l'amour courtois. Quelque chose se renverse en effet dans l'amour courtois, et avec Gide en particulier, c'est que alors que le sexe, que l'amour est selon lui la façon la plus grossière de donner un signifié au rapport sexuel en tant qu'il se dérobe, c'est une façon de colmater, l'amour serait cette façon grossière de colmater la dérobade du rapport sexuel. À l'inverse, non, l'amour courtois, c'est pour l'homme la seule façon de se tirer avec élégance de l'absence du rapport sexuel. Et l'amour, tel que peut le fonder quelqu'un comme Gide dans son œuvre autour de ce mythe dramatique extraordinaire d'un mariage blanc avec sa cousine et qui est au cœur de son œuvre, fascine Gide comme quelque chose d'une œuvre, en effet, d'une œuvre. Ce mariage blanc est en quelque sorte cette œuvre où l'aristocratie profonde de l'écrivain peut trouver une forme d'expression. À l'opposé, évidemment, Lacan marque tout son dédain pour la figure de Don Juan, qui est toujours déconsidérée par lui comme relevant justement de la consommation et d'un fantasme strictement féminin. Je m'aperçois que je parle peut-être un peu trop longuement, donc je vais juste très vite dire 2-3 mots de Sade, de rapport à Sade. Pour dire ceci, c'est que alors Sade, c'est aussi une figure aristocratique, bien entendu, et un aristocratisme très particulier, bien sûr, mais surtout, il me semble que, pour moi, ça a été ma fascination par rapport à Lacan, c'est que la confrontation à Sade a été l'occasion, pour moi, de voir en plein jour l'émergence, je dirais, de l'imaginaire lacanien. D'un imaginaire lacanien qui est malheureusement peut-être suspendu dans le Lacan avec Sade, au moins dans les dernières lignes du Lacan avec Sade, par où précisément Lacan se suspend cette expérience imaginaire qu'il a traversée tout au long du séminaire sur l'éthique, en 52-60, mais cette clôture de cette expérience-là n'anéantit pas précisément cette aventure qui est d'une très grande force. L'aventure, c'est l'aventure d'une torsion du sérieux, comme vous le suggérez votre intervieweuse. Alors, une torsion du sérieux, oui, mais où la torsion peut-être rajoute encore du sérieux plutôt que rajoute du sérieux au sérieux en quelque sorte. Ce sérieux, c'est l'émergence d'un fantasme lacanien fondamental qu'est celui de fantasme apocalyptique, qui est très présent dans l'éthique, mais qui est aussi présent dans d'autres séminaires de Lacan ou dans d'autres propos de Lacan, d'un fantasme apocalyptique, et notamment dans ces années 52-60 revient dans ce séminaire cette idée de fin du monde, des jours derniers. Or, Sade, précisément, est selon lui le premier et peut-être le dernier texte à donner une forme sensible, une énonciation à cette dimension historique du sujet qu'est la pulsion de mort, où l'Apocalypse apparaît comme sa concrétisation
Et cela autour d'une notion qui s'appelle la seconde mort, que Lacan voit dans le texte de Sade, notamment au travers d'un grand discours de Piscis sur le meurtre, dans lequel Piscis, justement, pousse en quelque sorte cette vision de la mort dans un point ultime, qui est la seconde mort, qui, selon Lacan, correspond à la pulsion de mort. Un tout petit point. Alors oui, on prendra peut-être une lecture plus détaillée de Sade. Voilà, tout petit point, seulement pour terminer. Ce qui m'a aussi fasciné dans cette exploration de rapport de Sade, de Lacan avec Sade, ça a été l'émergence d'Antigone, qui prend le relais de Sade dans cette exploration de la mort, et le théâtre. Et ça a été dit là, à l'instant, tout à l'heure, par l'intervention précédente, à propos de Misanthrope, de Molière ou d'autres, ce qui me semble être le grand domaine littéraire où Lacan est dans un rapport d'exaltation extrême et de très grande passion, c'est le théâtre. Que ce soit celui de Genet, avec le balcon, celui de Molière avec le Misanthrope, celui de Claudel avec la trilogie, celui de Sophocle avec Antigone. Le théâtre est un espace fondamental parce que aussi il est un lieu où le fantasme trouve une forme d'orientation tout à fait, exacte. Et ce sont sur des scènes très précises que le regard de Lacan, se projette en les transformant du théâtre qu'ils sont en une scénographie mobile qui est celle justement du fantasme. Voilà, je m'arrête là-dessus.